Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te retrouver sur la vidéo des amusettes du mercredi. La Fabrique Hippique, c'est la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Donc si ce n'est pas fait, eh bien abonne-toi et appuie sur la petite cloche juste à côté pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux aller voir l'ebook offert en dessous dans la description et aussi les formations. Si tu veux faire une apiculture différente, plus raisonnée, plus proche de l'abeille, je te laisse aller voir ça juste en dessous. Écoute, on va prendre les premières questions, mais juste avant, jingle. Ok, première question de Smal Shebala qui me dit « Salut, quels sont les paramètres à prendre en considération pour la pose d'une deuxième hausse ?» Écoute, j'ai fait justement une vidéo sur la pose d'une deuxième hausse et donc tu peux aller la voir. Je vais te mettre le lien juste en dessous dans la vidéo. Deuxième question de Frédéric Noël qui me dit « Salut Mathieu, traité juste après avoir récupéré un essaim, n'y a-t-il pas de risque de désertion de ce dernier ?» Donc je pense que c'est traité contre le varroa. Ça dépend quel type de traitement tu utilises. Si c'est des traitements plutôt type Timovar avec des odeurs qui sont vraiment très très fortes, il pourrait y avoir désertion. Maintenant, c'est quelle est la part de risque que tu prends d'avoir un essaim infesté avec beaucoup de varroa et où que ça déserte, mais sur lequel il y a moins de pression de varroa lors de son développement. Voilà, c'est un juste milieu à voir. Après, tu peux toujours faire d'autres types de traitements qui sont entre guillemets avec moins perturbateurs d'odeur. À toi de voir en fonction du type d'apiculture que tu veux faire et du type de traitement que tu veux utiliser, conventionnel ou bio. Mais il peut y avoir un risque de désertion, que tu traites d'ailleurs ou que tu ne traites pas, ça arrive, il y a des cas de figure où les essaims partent et pourtant ce n'est pas traité. Question de Révolution Silencieuse qui me dit « Salut, pourrais-tu m'aiguiller pour l'hivernage des Langstroth STP 2 cadres de réserve par hausse, merci bien ». Alors je n'ai pas trop compris, 2 cadres de réserve par hausse, parce qu'il n'y a pas, on n'hiverne pas avec des hausses. Voilà. Alors après tu as les corps Langstroth qui peuvent être identiques aux hausses Langstroth. Okay. Maintenant, si tu prends dans un corps Langstroth que 2 cadres de nourriture pour un hivernage, ça dépend sur combien de cadres tu vas hiverner ta Langstroth. Est-ce que tu l'hivernes sur 10 cadres? Dans ce cas-là, c'est totalement insuffisant. Ou est-ce que tu vas l'hiverner sur 4-5 cadres? Et après, il y a aussi à prendre en considération dans quelle région de France ou du monde tu es situé, que je n'ai pas l'information. Mais de façon générale, 2 cadres de nourriture pour un hivernage, c'est largement trop peu. Nouvelle question de Gilles Martin qui me dit « Bravo pour cette vidéo », donc c'est sur les amusettes 33. Tu as parlé quelquefois de races d'abeilles. Est-ce que la Buckfast existe encore vraiment? J'ai vu plusieurs apiculteurs disant avoir de la Buckfast, mais dont l'abeille était assez différente en couleur. Alors, après, tout dépend chez qui tu vas avoir potentiellement acheter tes colonies ou avec qui tu échanges en termes de discussion apicole. Si c'est des apiculteurs un petit peu lambda, familiaux, qui ne font pas forcément de sélection, de suivi génétique, oui, tu peux avoir une race Buckfast de base et que ça se transforme un peu plus vers de l'abeille noire ou avoir plusieurs couleurs d'abeilles dans la même colonie parce que issus des différents apiculteurs qui peuvent être autour de ton rucher, qui ont différentes races d'abeilles. Et donc si tu as un essaimage, une nouvelle reine, tu ne suis pas la fécondation, forcément, tu n'as pas forcément une abeille noire pure, tu n'as pas une Buckfast pure, tu n'as pas une caucasienne pure. Ça dépend de là où tu vas être situé. Maintenant, oui, tu peux encore avoir de l'abeille Buckfast, entre guillemets, de race. Tu peux aussi avoir de l'abeille noire de race. Maintenant, ça dépend dans quelle région tu es situé, ça dépend ce que tu veux faire, avec quelle race d'abeille tu veux travailler et chez qui tu te le procures, les colonies d'abeilles. Question de Youssef Berkan qui me dit « Salut Mathieu, merci beaucoup pour vos vidéos. Dis-moi, j'ai un souci avec une ruche très populeuse avec 2 hausses et malgré une grille à reine en plastique Nico, la reine est montée dans la hausse et a pondu dedans. Comment faire pour obliger la reine à redescendre en sachant que cette ruche est très agressive et que la grille était bien placée et sans grand passage entre guillemets.
Comment les rendre plus douces? Pour information, je suis en Seine-et-Marne. Merci pour tes réponses et bon courage à toute l'équipe. Alors là, il y a 2 questions en une. Déjà, c'est plutôt, comment éviter de la rendre agressive. Il y a une vidéo qui soit est sortie ou va sortir justement sur les ruches, plutôt agressives. Déjà, dans un premier temps, je te conseille plutôt, d'analyser ce qu'il y a autour du rucher et ou de déplacer ta ruche déjà dans un premier temps. Si tu peux sur un autre rucher et ou si tu peux pas, eh bien la déplacer dans ton rucher, OK? Parce que peut-être que le positionnement actuel de la ruche ne convient pas. Voilà, il y a des paramètres, externes qui font que, des fois ça ne convient pas aux abeilles. Déjà dans un premier temps, et après, divise-la en 2, voilà, pour voir si ça réduit l'agressivité. Dans le cas extrême, ça serait potentiellement un changement de reine malheureusement. Voilà, chose à voir. Maintenant, en ce qui concerne le couvain dans la hausse, moi je te conseille de retirer tes hausses, de secouer tous les cadres de hausse au-dessus de la ruche si tu n'arrives pas à trouver la reine, ok, pour être sûr que la reine soit en dessous. Voilà. Évite de l'enfumer parce que le miel va prendre le goût et repositionne ta grille à reine, prends-en une autre. Je pense qu'il y a dû avoir un souci de manipulation lorsque tu as pris des cadres ou des choses comme ça ou remis la grille à reine pour que la reine puisse passer parce que normalement c'est pas censé passer en effet. Donc voilà. Question de Benoît45 qui me dit un grand merci pour les vidéos comme d'habitude, qui apporte pas mal de réponses. Écoute, au plaisir, on est là pour ça. Mais là j'en ai peut-être une un peu bête, il n'y a pas de question bête, aucun souci. Je voulais savoir, je fais comme toi, je laisse en bâtisse naturelle juste amorce, mais le problème c'est que à chaque fois les abeilles construisent toujours à partir du milieu jusqu'en bas du cadre du couvain de mâle. Et je voulais savoir si je le garde ou pas, et si oui, vont-elles l'utiliser et réduire les cellules pour passer en ouvrière, ou est-ce que je dois tout découper? Alors, si tu souhaites avoir une réduction de pression de varroa avec le couvain de mâle, à ce moment-là, tu le découpes. Et là, vu qu'on est encore en saison, elles vont rebâtir des cellules qui peuvent être soit du mâle, soit de l'ouvrière, d'accord? Et sinon, est-ce qu'elles vont réduire les cellules? Non. Moi, j'ai jamais observé le fait que les cellules de mâle aient été réduites pour pouvoir par la suite faire des ouvrières. C'est pas un cas de figure que je connais. Maintenant, s'il y en a à qui c'est arrivé, écoutez, vous nous faites signe, mais moi, j'ai jamais vu ça. Soit tu gardes ça comme ça et quand il n'y aura plus besoin de mâle, les abeilles vont stocker de la nourriture pour l'hiver dedans. Voilà, ou même là, quand il va y avoir des grosses millets, elles peuvent commencer à stocker dedans. Soit tu supprimes le couvain de mâle et tu regardes s'il y a du varroa, ce qui peut réduire ta pression de varroa, c'est intéressant. Et après, il faut voir, nous on n'a pas que des cadres tout le temps construits avec du mâle dessus ou que avec des ouvrières, ou il y a du mix comme ça qui peut être fait même à droite du couvain de mâle, à gauche de l'ouvrière. Voilà. C'est entre guillemets un peu l'avantage d'avoir des bâtisses libres, c'est que l'abeille s'exprime comme elle veut en fonction des besoins qu'elle a de développement de sa colonie et des colonies voisines. Question de Thierry Dronio, désolé si j'écorche ton nom plutôt. Salut Mathieu, merci d'avoir répondu à ma réponse dans la dernière vidéo. Je voulais te demander une ruche bourdonneuse, si tu la secoues et laisses la ruche en place, les abeilles vont-elles revenir dans cette ruche? Et peut-on la sever en y introduisant une reine fécondée? Alors oui, ça dépend encore de la population que tu vas avoir dans ta ruche, entre guillemets bourdonneuse. Si tu la secoues à distance, toutes les abeilles pondeuses vont rester au sol, donc elles ne pourront plus voler, revenir à la ruche. Donc tes abeilles qui, elles, seront saines pour un développement de colonie, reviendront à la ruche. Et à ce moment-là, le lendemain, potentiellement, lorsque tu vois que ta population s'est refaite en termes de quantité d'abeilles, soit tu laisses le nombre de cadres si la population est bien, soit tu réduis le nombre de cadres pour que ça soit idéal au développement de la colonie, et tu intègres une reine à l'intérieur, une reine fécondée. Et comme ça, les phéromones vont reprendre le dessus et la colonie va repartir et tes abeilles pondeuses, elles vont rester au sol. Question de Olivier qui me dit bonjour, si la reine n'est pas marquée, est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Doit-on la changer rapidement? Alors, non, ça ne veut pas dire que tu dois la changer rapidement. Une reine non marquée, ça dépend. Est-ce qu'avant tu travaillais avec une reine marquée issue d'un essaim que tu avais acheté ou d'une reine que tu avais acheté marquée et que du coup il y a eu un essaimage, la reine marquée est partie et donc tu as une nouvelle reine, une jeune reine non marquée à l'intérieur de ta ruche. Nous, à la Fabrique Kepic, pour ceux qui ont une information, ils manipulent sur des reines non marquées justement pour s'affûter un petit peu l'œil et savoir reconnaître une reine qui n'est pas marquée. Et nous, on ne change pas les reines qui ne sont pas marquées. Si tu fais ton suivi de rucher, tu sais quel âge a ta reine malgré le fait qu'elle ne soit pas marquée tout simplement. Donc après, c'est juste une gestion à avoir, mais il n'y a pas d'obligation de changer une reine parce qu'elle est non marquée.
Question de Alain Médard qui me dit salut, encore une super vidéo, j'ai une petite question, j'habite dans un endroit où il y a souvent du vent, est-ce que cela pose un souci puisque je veux mettre une ruche? Merci pour tout ce que tu nous apprends, bonne continuation. Et bien écoutez, merci à vous d'être fidèle à la chaîne de la Fabrique qui pique. Déjà quand tu vas faire le test pour voir s'il y a du vent, parce que moi il y a des endroits des fois où il y a du vent, teste pas le vent de ta hauteur en fait. Moi je dis il faut que tu viennes à hauteur de ruche, donc tu te baisses, ok. Tu viens te mettre à hauteur de ruche, voilà. Tu viens te mettre à hauteur de ruche, hop, et en fonction de la hauteur de ruche où tu veux installer avec la palette ou avec les pieds galvanisés, tu viens et tu te mets. Et tu vas voir déjà, tu vas avoir une différence, en fait, tout simplement, de passage de vent entre là où va être la hauteur de ta ruche et là où toi, tu es, entre guillemets, si je puis dire, en partie haute, d'accord. Donc, tu vas voir, il y a une différence à ça. Est-ce que ça pose problème? C'est toujours un peu plus compliqué pour les abeilles de rentrer, sortir, parce qu'il faut qu'elles arrivent à se stabiliser, à rentrer, tout ça. Mais en soi, les abeilles, elles ne craignent pas ni le froid, ni le vent. Ce qu'elles craignent, c'est l'humidité, d'accord? Donc en soi, s'il y a un peu de vent, il y a un peu de vent, c'est pas un souci en soi. Elles s'adaptent et puis toi, après, si tu veux, tu peux planter des petits fruitiers, des petites haies de fruitiers rouges, des choses comme ça qui peuvent leur apporter de la nourriture et qui en même temps vont les protéger du vent à venir. Question de Drouin Laurent. Bonjour, je viens d'acheter 2 essaims et j'ai un souci ou pas sur un essaim. Je ne trouve pas la reine et il y a présence d'amusette sur les cadres. Qu'est-ce que cela peut signifier? Merci pour ta réponse. Demande au professionnel ou à l'apiculteur chez qui tu as acheté si ce sont des reines marquées ou pas déjà, ça pourra t'aider. Présence d'amusette, ça ne veut pas signifier grand chose potentiellement parce que si ce sont des vieux cadres que l'apiculteur sur lesquels il n'a pas cassé les amusettes, tu te retrouves avec des cadres avec des amusettes alors que ce n'est pas ces abeilles-là qui les ont fabriquées, d'accord. Sinon, ça voudrait dire que la colonie est très forte et que potentiellement, elle commence à s'entraîner à faire des cellules, des futures cellules royales, d'accord. Mais bon, si tu ne vois pas la reine, déjà, ce n'est pas un souci, nous, on ne cherche pas la reine à chaque fois. Regarde s'il y a présence d'œufs dans les cellules, ok. Et s'il y a des œufs dans la cellule, ça veut dire qu'il y avait présence de la reine il y a au moins 3 jours, entre 0 et 3 jours. Donc ça peut déjà te donner une indication. Question de Chapeau Soupe qui me dit salut, je découvre ta chaîne, on vient d'acheter un essaim et au bout de 3 semaines, le couvain qui avait des cellules fermées devenait peu à peu du couvain avec de gros trous plus ou moins gros. On a regardé s'il n'y avait pas des abeilles momifiées sur le fond de la ruche ou à l'entrée, mais non, rien. Sur les cadres neufs, ça a l'air de bien faire. Ça a l'air de bien le faire, moins. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir te donner d'indications comme ça, surtout en termes de maladie, où j'ai pas de photos, pas d'analyse. Voilà. Alors du couvain, des operculés, ça peut être plusieurs choses. Il faut voir l'odeur, la couleur, la texture du couvain. Il faut voir la forme, est-ce qu'il est en mosaïque ou pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations à prendre en termes de maladie. C'est pas à prendre à la légère. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si à proximité de chez toi, renseigne-toi si tu as un apiculteur qui est TSA, donc technicien sanitaire apicole, ou si tu as une association d'apiculture à proximité de chez toi, sur lequel ils ont peut-être un technicien, ou dans ta région, pour qu'à ce moment-là, ils viennent faire une visite, te conseiller, t'aider, d'accord. Ou alors sinon, il faut que tu nous envoies un mail avec un maximum de photos, une petite vidéo, beaucoup de contenu, d'informations dessus en termes d'infos sur le couvain, pour que Arnaud puisse regarder et t'orienter sur ce qu'il y a potentiellement dans ta colonie. Question de Brigitte Guillard qui me dit « Bonjour Mathieu, j'ai ta réponse à la mortalité de ma ruche. Le problème c'est a évolué. Plus de 50 abeilles par jour mortes devant le plancher. Le rucher, donc tu as déplacé aussi ta ruche dans l'emplacement du rucher, tu l'as changé. Et 3 semaines plus tard, tu as toujours autant de mortalité. En information, ruche populeuse, beau couvain régulier, reine apparemment très active. Mes 2 autres ruches se portent bien avec une petite récolte de printemps.
J'ai comme l'impression que les abeilles mourantes sont comme attaquées par une paralysie. Excuse-moi du pavé des explications, merci. Si tu penses avoir une idée sur ce fléau, à bientôt Claude et Brigitte. Alors pareil, si tu penses à une paralysie aiguë ou à une autre maladie, il nous faudrait des photos, des vidéos, des choses comme ça, qu'on puisse essayer de regarder un petit peu ce que ça puisse donner. Je ne peux pas m'avancer en termes de maladie comme ça sur les vidéos sans avoir une analyse vraiment de la ruche. C'est un petit peu le souci, ok. Maintenant, ceux qui sont à proximité en Ile-de-France, on peut toujours essayer de voir avec Arnaud pour essayer de passer sur vos ruchers, ok. Et ou hors Ile-de-France, si des fois on n'est pas en Ile-de-France, parce que ça nous arrive un peu des fois d'être en Bretagne, dans les Alpes, voilà, de bouger. Donc n'hésitez pas à nous contacter via le mail du site internet de la Fabrique Hippique, lafabriquehippique@gmail.com, pour nous donner les informations et à ce moment-là voir si on a une possibilité de passage. Voilà, tout simplement. Malheureusement, je ne pourrais pas donner plus d'infos. Il me faudra vidéo, photo pour qu'on puisse vraiment statuer sur ce qui peut se passer. Question de Tanguy Lombardo. Bonjour Mathieu, ma question se porte sur l'essaimage. Les abeilles essaiment après ou avant la naissance de la nouvelle reine, où cela dépend de la situation. L'ancienne reine peut arrêter sa ponte environ combien de temps avant l'essaimage? Comment savoir si sa ruche a déjà essaimé, ne voyant aucune présence de ponte récente et présence de cellules royales operculées? Merci pour tes réponses et tes vidéos, toujours aussi intéressantes Tanguy. Bah écoute, de rien, au plaisir. Mais là, tu as un petit peu triché, il y a plusieurs questions dans un seul texte. On va essayer de répondre à tout. Donc, est-ce que la reine, elle arrête de pondre ou pas avant l'essaimage? Oui, la reine va arrêter de pondre avant l'essaimage parce qu'elle va s'alléger, en fait, tout simplement pour pouvoir voler. Okay, donc, eh bien, elle arrête sa ponte, elle réduit aussi un petit peu sa taille, ce qui fait que du coup, elle peut voler pour l'essaimage. Ensuite, à partir de quand ça intervient, ça dépend des cas de figure, mais en général, 24-48 heures avant la ponte, voilà, elle commence potentiellement déjà à partir. Ça peut arriver quelques heures avant aussi. Maintenant, attention, tu peux aussi avoir des reines vierges naissantes dues à la pression des essaimages qui essaiment avec une autre partie de la colonie, ce qui fait que quand tu as une colonie très populeuse, tu la réduis au fur et à mesure de moitié quasiment ta ruche et tu peux arriver à quasiment plus d'abeilles dans la colonie. Donc fais attention à ça. Et ensuite, quand tu ouvres ta ruche, tu le remarques, il n'y a plus beaucoup d'abeilles, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de ponte. Tu vois, ça peut être aussi un petit peu anarchique, le fait qu'il y ait une perte de phéromones des fois. Voilà, ça dépend des cas de figure, mais c'est tout à fait possible. Question de Bill Tort Stéphane. Bonjour Mathieu, une question concernant l'emplacement de mon futur rucher. Je désire installer mes 3 ruches chez un maraîcher, mais cet emplacement est très proche, 1 km de la ruche d'origine. Je risque d'avoir toutes mes butineuses qui retournent à au premier emplacement. Dois-je trouver un autre emplacement ou y a-t-il une autre solution, comme par exemple les installer 2-3 jours sur un emplacement plus loin et les ramener ensuite sur l'emplacement que je souhaite? Merci d'avance et continue comme ça, c'est génial. Écoute, de rien, au plaisir, merci pour ton retour. Eh bien oui, dans ta question, tu as mis ta réponse. Tu essayes, si tu as la possibilité, pendant 2-3 jours, de les mettre à 3, 4, 5, 6 km du nouvel emplacement, attention, vraiment calcule la distance par rapport au nouvel emplacement et pas là où elles sont actuellement. Et donc, tu les laisses 2-3 jours là-bas et ensuite tu les ramènes sur le nouvel emplacement si tu as la possibilité de le faire, c'est l'idéal. Dernière question de Free Redu 12 qui me dit: salut, l'été dernier j'ai récupéré 2 essaims dans un arbre. Cet hiver les abeilles de ces 2 colonies sont mortes, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Aucune trace de varroa, aucune trace des abeilles. Pas de cadavre dans la ruche ni devant la ruche. Les cadres ne portaient plus de couvain, du miel en grande quantité et du sucre candi au centre des cadres à la place du couvain contre le pollen. Est-ce qu'il est possible que ce mois de janvier, chaud 12 degrés en journée et -6 la nuit, peut en être la cause? Merci de ton aide. Alors, bonne question. Écoute, pareil, sans vidéo, photo, c'est compliqué d'avoir des analyses. Maintenant, est-ce que tu as un secteur qui est soumis au frelon asiatique? Parce que souvent, quand on n'a pas de cadavre, qu'il n'y a rien du tout dans la ruche, souvent c'est que le frelon est rentré et s'est largement fait plaisir en saison pour prélever les abeilles dans la colonie. Ce qui peut arriver tout simplement.
Maintenant, c'est vrai que s'il y a désertion complète de la ruche, écoute, il faut voir les facteurs environnants que tu peux avoir. Est-ce que tu as des pesticides potentiellement répandus à un moment dans l'année? Ça peut être une intoxication lente aussi par rapport à ça. Dans le pollen aussi des fois. Donc voilà, il y a différents paramètres à prendre en ligne de compte. Que je ne peux pas détailler malheureusement parce que je n'ai pas la ruche en face de moi et on n'a pas les détails, même si tu me donnes des informations. Il y a largement plus d'informations à prendre pour faire une analyse vraiment concrète et le plus exhaustive possible. Je ne vais pas te dire oui c'est ça alors que potentiellement je n'ai pas vu la ruche et que je ne peux pas te garantir la chose. Donc on ne va pas raconter des bêtises. Voilà, il faudrait, comme pour les autres, avoir soit des photos, des vidéos, des choses comme ça, et ou si tu es à proximité, qu'on puisse passer pour pouvoir analyser cette problématique. C'est la fin de la vidéo des amusettes du mercredi. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions en dessous de la vidéo pour qu'on puisse les traiter la semaine prochaine ou la semaine d'après en fonction des quantités de questions. On ne va pas faire des vidéos qui vont durer 1 heure, hein. Ça peut être vite compliqué. Donc j'essaye de répondre à un maximum de questions. Si je n'y ai pas encore répondu, je le ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Merci pour ta fidélité et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.